Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie de l'édition d'aujourd'hui, nous allons encore parler du Sahara qui, comme tous les mois d'avril, revient sur le devant de la scène onusienne, mais cette année encore plus que les autres en raison des changements intervenus à l'ONU et aussi en raison des agissements, provocations et gesticulations du Polisario au Sahara. Nous sommes donc à fin avril et le projet de résolution rédigé par les Américains sur le renouvellement du mandat de la MINURSO est connu. Nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie, nous resterons au Maroc, une fois n'est pas coutume. L'autre événement qui agite les médias et intéresse de plus en plus la société est la candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026. La semaine dernière, la commission d'évaluation, plus connue sous le nom de Task Force de la FIFA, était là et semble avoir été convaincue par la solidité du dossier marocain. Mais elle a demandé des renseignements complémentaires et des experts, des spécialistes plus pointus sont là depuis lundi au Maroc pour rencontrer leurs homologues marocains et leur poser les questions et avoir les réponses avant le vote du Congrès qui devrait intervenir le 13 juin à Moscou. Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Naïm Kamal, directeur du site Quid.ma, mais ça on le sait, Hassan Alaoui, ça on le sait aussi, directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.net. Bonsoir messieurs et merci d'avoir été avec nous. Alors le Sahara. 3 documents ont été élaborés depuis un mois. Le rapport de l'envoyé personnel Horst Kohler, celui du secrétaire général Antonio Guterres et le projet de résolution dont on parlait tout à l'heure sur le renouvellement du mandat de la MINURSO rédigé par les Américains. Ce projet reflète la réalité de la situation et revient sur les efforts du Royaume dans cette question du Sahara. On commence par vous, Naïm, comme d'habitude. Quels sont les derniers développements de la question du Sahara sur le terrain et à l'ONU ? Je crois que sur le terrain, on continue aux gesticulations habituelles, c'est-à-dire ces manœuvres qui consistent à essayer de créer de la tension pour faire pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU et sur les Nations Unies. Bon, ça n'impressionne personne, ça n'impressionnera personne. Le Maroc est dans son droit, il est dans son territoire et, si nécessaire, saura se défendre. Au niveau des Nations Unies, vous l'avez dit, nous sommes en présence du projet de résolution qui a été rédigé par les Américains, qui ont été les porte-plumes. En général, ce sont eux. Ce sont eux en général, ce n'est pas la première fois. Mais il faut dire que, il ne faut jamais l'oublier, on est en présence d'un draft. C'est un draft qui, en l'état actuel des choses, est plutôt pondéré, qui remet la situation dans un cadre plus proche de la réalité du terrain et des manœuvres diplomatiques, c'est-à-dire qu'il semble avoir bien saisi les contours du problème, mais, comme je l'ai dit, c'est un draft et un draft est appelé à évoluer. D'ailleurs, on est presque aujourd'hui dans un remake de l'année dernière. On se rappelle qu'il y a eu un projet toujours rédigé par les Américains qui a été plutôt aussi proche des réalités du terrain et de manœuvres diplomatiques qui tournent autour de la question, mais qui avait contraint au moins, et ça c'est une bonne chose à savoir, même si elle n'est pas réjouissante, qui a contraint la Russie à sortir du bois et à monter au créneau pour essayer plutôt de rapprocher ce projet des thèses algériennes. On connaît les relations de la Russie avec l'Algérie, historiques, stratégiques, et aujourd'hui, dans les manœuvres qui se déroulent au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra. Alors Hassan Alaoui, qu'est-ce que vous avez vu, vous, comme changement sur le terrain? Je crois qu'on est d'accord. Et au niveau de l'ONU, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Naïm Kamal appelle ce qui est la réalité, un draft? Alors, évidemment, je voudrais moi aussi revenir sur cette question de draft. Un draft, c'est un draft. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un texte préliminaire, donc, qui attire un petit peu l'attention des uns et des autres, sur lequel on discute, et éventuellement par rapport, duquel on prend position. Donc, on l'a vu, bien entendu, in extremis, la Russie et son allié traditionnel, l'Éthiopie, qui sont, bien sûr, tous les deux, il ne faut pas l'oublier, 2 alliés stratégiques de l'Algérie, donc, sont intervenus pour demander, n'est-ce pas, à
modérer ou remoduler le texte en question et qui font simplement de ce texte donc un texte provisoire qui n'est pas définitif. Ça, c'est une première donnée. Donc, quel va être un petit peu leur apport? Est-ce que c'est un changement radical de la tonalité? Est-ce que c'est des petites améliorations ou des modifications qui sont, comme a dit Naïm, habituelles depuis longtemps qu'on suit ce dossier? Donc, on est habitué à ce genre d'exercice. Jamais une résolution, un projet de résolution n'a été pris et tout de suite adopté immédiatement stricto sensu. Ça veut dire qu'il a toujours été modifié en dernière analyse. Et donc, ça, c'est la première donnée. Deuxième donnée, la situation actuelle, moi, je ne m'en tiendrai pas tout simplement à ces aspects, ni même aux aspects militaires, donc, qui sont donc aussi des problèmes vécus depuis longtemps, à savoir les provocations du Polisario, donc à Bir el-Hlo, à Tifariti et tout. Mais je voudrais aussi revenir sur un contexte global, c'est-à-dire aujourd'hui, le Maroc bénéficie depuis cette année en particulier d'une image un peu changée, je veux dire transfigurée, c'est le résultat de l'apport, si vous voulez, de la diplomatie marocaine et des efforts de Sa Majesté le Roi pour recadrer ce dossier. En l'occurrence, par exemple, on a vu que dernièrement, le département d'État a publié un rapport sur les droits de l'homme. Il n'a pas gravement égratigné, si vous voulez, le Maroc. C'est un bon esprit. La rédaction du texte initial de la résolution est aussi apparemment très positive. Et je dirais aussi que dans le texte de la résolution, le Maroc a exigé, a pointé des choses sur lesquelles, évidemment, il a attiré l'attention des uns et des autres et qui, apparemment aussi, sont plus ou moins prises en compte par les membres du Conseil de sécurité. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est aussi une évolution en interne, et je veux dire par rapport au dossier, et une évolution sur le plan international qui est surtout l'image de marque du Maroc, son rôle en Afrique, dans les négociations avec la Libye, son point, si vous voulez, stratégique de commandeur, de faiseur de paix, n'est-ce pas ? Et ça se reflète évidemment dans notre position par rapport à ce dossier sur le Sahara. Alors, quitte à prendre un peu le contre-pied de ce que vous dites, effectivement, ça ne reste qu'une première lecture et un draft, mais c'est quand même un projet de discussion. Et quand on le lit, qu'on voit dans les détails, on voit quand même que les exigences du Maroc sur un certain nombre de points sur lesquels on reviendra, enfin sur quelques-uns tout à l'heure, ont été satisfaites. Là, on sent qu'il y a une Algérie qui est sur la défensive pendant que le Maroc est à l'offensive depuis quelques années. Mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose qui est... Oui, allez-y. Juste un complément pour l'intérêt de ce draft. C'est que d'abord, il a été rédigé par la première puissance mondiale. C'est-à-dire que cette première puissance mondiale y a mis, tout en tenant compte des avis des autres, il y a mis la perception qu'elle a de ce conflit. Et la perception qu'elle a, c'est que le Polisario et l'Algérie jouent au trouble fait et à la subversion dans la région. C'est-à-dire que quand le projet appelle les forces, les milices du Polisario de se retirer de Guergueres, quand il appelle à ce qu'il n'y ait aucune localisation administrative à Bir el-Hlo ou à Tifariti, il y a un avantage sur lequel le Maroc, durant ces 2 mois écoulés, a attiré l'attention et qui sont prises en compte. Maintenant, est-ce qu'on va les retrouver dans le texte final? J'espère que oui. Mais c'est déjà une façon de jeter la lumière, et c'est au Maroc, à sa diplomatie, à ses médias, à sa diplomatie parallèle, de fructifier et de développer le contenu de ce draft pour dire voilà la réalité du terrain. Elle est reconnue. Elle n'est pas seulement marocaine, comme on a toujours, comme la presse algérienne l'a toujours propagé, essayé d'en faire une réalité, de dire que ce ne sont que des élucubrations marocaines qui voient de la provocation partout, qui essaient de créer de la tension. Non, aujourd'hui les faits, les constats
d'une grande puissance, avec elle d'autres puissances comme la France, en font une réalité. Cela étant, je vous rappelle à toute fin utile, mais ai-je besoin de vous le rappeler, dans la résolution 2351 d'avril 2017, il avait été demandé clairement au Polisario de se retirer à Guelgaret, et c'était une injonction du Conseil de sécurité qui n'avait pas été respectée. Donc on peut penser que le ton serait plus ferme. Maintenant, avant d'entrer dans les... Juste rapidement un mot sur le draft, entre guillemets. Il n'est pas... Comment dirais-je? La Russie, évidemment, a demandé à revoir le texte avec l'Éthiopie, mais personne ne juge, ne jure ou ne préjuge de ce que sera le texte final. La Russie, finalement, est aussi un allié du Maroc aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Elle peut travailler dans le bon sens d'un rapprochement et d'une solution politique, n'est-ce pas? Et il ne faut pas donc se précipiter pour dire, dans un sens ou dans l'autre, ça va être bon complètement, ça va être mauvais. Il y a un souci d'équilibre dans toute résolution des Nations Unies. Et aujourd'hui, je reprends ce que tu as dit toi, c'est qu'effectivement, il y a une similitude avec le texte de l'année dernière, tout simplement. Et même, j'irai plus loin, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus, je veux dire, dans les couloirs et tout, de colonialisme marocain et de colonisation marocaine. On parle de zone indéterminée. C'est un non-sens. En zone indéterminée. Ça nous renvoie à la première résolution, si vous voulez, de la 15-14 des Nations Unies sur justement la libération et l'autodétermination. Alors, si vous permettez... L'article 6 de cette résolution de décembre 1960, n'est-ce pas? L'Algérie n'existait pas encore en tant qu'État, n'est-ce pas? Ni le Polisario, encore moins. Cette résolution 15-14, en son article 6, il spécifie que l'ONU n'autorise pas toute tentative de déstabilisation ou de désintégration ou d'agression contre l'intégrité territoriale et l'unité nationale des pays. C'est pour ça que la recherche... Et donc il faut revenir, à mon avis, notre diplomatie doit revenir aux textes initiaux qui ont été déformés pendant 30 ans, évidemment par le jeu j'allais dire, mauvais, malsain et fielleux du gouvernement algérien. Alors, on va revenir un peu plus proche qu'il y a 30 ans, le 19 avril. Alors, il y a un événement très important qui s'est passé et qui n'a peut-être pas été pris à sa juste mesure au niveau de l'ONU. Le 19 avril dernier, donc la semaine dernière, le porte-parole Stéphane Dujarric a révélé un événement aussi important que grave. Il a dit quoi? Il a dit que le 16 mars, une patrouille de la MINURSO faisait son travail à l'est du mur. Elle avait été interceptée par des milices du Polisario qui les ont bloqués et qui ont procédé à des tirs de sommation. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens du Polisario qui ont tiré, même en l'air, sur des gens de la MINURSO, ce qui est un événement gravissime. Or, le même Stéphane Dujarric. Alors justement, j'y arrive. Cet événement n'a pas fait l'objet de mention dans leurs deux rapports, celui de Horst Kohler et celui de Antonio Guterres. Et il y a 15 jours, Stéphane Dujarric, quand le Maroc s'était plaint des agissements du Polisario, Stéphane Dujarric avait dit « Je ne suis au courant de rien, nous n'avons rien vu ». Alors, comment expliquez-vous ça, Naïm? Qu'un événement aussi grave, qu'on tire sur la MINURSO, finalement, c'est ça, il faut le dire. Il y a plusieurs hypothèses sur lesquelles on peut travailler. Bon, la première hypothèse, moi, qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a l'habitude, avec Stéphane Dujarric, de louvoyer, et on peut estimer qu'à un moment donné, l'information n'est pas remontée jusqu'au secrétaire général. C'est possible. Et qu'on a essayé de taire une réalité qui a été constatée par le Maroc et dénoncée par Rabat. Dujarric, il ne faut jamais oublier qu'il a commencé... D'abord, il fait partie de la structure Ban Ki-moon. L'ancien secrétaire général de l'ONU, prédécesseur de Antonio Guterres. Qu'il a donc hérité de ses réflexes et de ses habitudes. Que, dans un premier temps, il avait commencé par dire nous n'avons rien constaté, enfin la MINURSO n'a rien constaté de tel, et a donné à la presse algérienne et à la diplomatie algérienne de quoi faire des choux gras, et elle en a fait. Puis après, quand le Maroc s'est présenté avec des images de satellites prises par le satellite Mohamed VI et que ça a été pris en flagrant délit de camouflage, il est remonté sur scène et pour dire que
la MINURSO ne peut pas tout voir, ne peut pas tout contrôler, que le territoire était vaste. Et que nous, quand on nous dit quelque chose, on y va, on voit, on constate, et si on voit rien, on voit rien. Ils ont 200 soldats effectifs et 2 hélicoptères. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens. Et puis maintenant, on vient, et subitement, soit parce que l'information est remontée au secrétaire général et qu'il a dit pourquoi on m'a caché une chose pareille et qu'il faut aller maintenant le dire. Et donc, ça va influer dans les coulisses sur le travail concernant le projet de résolution, soit quelqu'un qu'on a voulu étouffer vraiment cette affaire pour donner une orientation à la résolution des Nations Unies et que, malgré tout, quelqu'un n'a pas voulu jouer le jeu et a dévoilé, contraignant le porte-parole du secrétaire général de l'ONU à se dénoncer lui-même en assurant qu'il y a eu interception, qu'il y a eu interpellation, qu'il y a eu tir de sommation et qu'en conséquence, il y avait des milices armées qui circulaient dans la zone tampon. Mais c'est aussi grave qu'important ce que vous dites. Justement, je voudrais que vous reveniez dessus, Hassan Alaoui, sachant que dans le rapport de Antonio Guterres, on parlait clairement d'activités terroristes et criminelles à l'est du mur. On en a parlé la semaine dernière, mais là, on tire sur les soldats de l'ONU. Quand vous rentrez sur le site de l'ONU, vous trouvez quoi? Vous trouvez un soldat. Donc c'est la chose la plus importante qui puisse se passer à l'ONU. Et ce que dit Naïm Kamal, c'est que peut-être, dans une lecture, dans une hypothèse, peut-être quelqu'un aurait voulu cacher et dissimuler ça au secrétaire général. Vous en pensez quoi? Moi, rapidement, Stéphane Dujarric, nous n'oublions pas, c'est quand même un élément important du dispositif qui ont, l'année dernière, essayé de flouer un petit peu la situation à telle enseigne que le Maroc avait demandé, vous vous en souvenez, sur instruction de Sa Majesté le Roi, le retrait de la force de la MINURSO, n'est-ce pas? Et Stéphane Dujarric avait effectivement joué un rôle plutôt négatif, vous vous en souvenez. On a même parlé de, comment dirais-je, d'interception de courrier du Maroc officiel, n'est-ce pas? Et donc la position, Naïm Kamal l'a dit suffisamment, je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, dans le texte de la résolution qui peut-être va être voté, il est contenu dedans un passage où il est demandé la vérification, si le Polisario s'est retiré des zones critiques, de vérifier, et si effectivement le désengagement il y a, pour qu'on puisse avancer. Donc ça veut dire tout simplement que ce passage-là, cette histoire, ce point, mérite un petit peu d'être éclairé parce que le Maroc fait bien d'insister sur ça, à ce que le Polisario et ceux qui le soutiennent respectent justement les engagements contenus dans la résolution. Maintenant, l'estimation, on dit même il faut estimer l'évolution du dossier sur place, sur le terrain. C'est donc 2 points importants. Et je pense que le Dujarric en question, il est mal parti s'il continue son jeu, disons, ambivalent par rapport au Maroc. Et espérons qu'effectivement le Maroc maintiendra ce passage de désengagement des forces du Polisario, de respect strict des résolutions de l'ONU, et surtout, mais on se pose la question, est-ce qu'il va le faire puisqu'il vient de recevoir des armes et des missiles sol-sol et tout ça de la part de l'Algérie, comme vous le savez. Donc, et même, il n'arrête pas sa propagande armée, je veux dire, et ses Comme provocations. disait le roi Mohamed VI, son secrétaire général, c'est l'Algérie qui arme, c'est l'Algérie qui finance, c'est l'Algérie qui abrite, c'est l'Algérie qui soutient. Et preuve en a été donnée dernièrement avec le dramatique accident d'avion sur l'aéroport d'à côté de Blida, où bien sûr la vérité a éclaté, sanglante malheureusement, on le déplore, mais elle a éclaté que effectivement l'Algérie c'est elle qui arme, qui forme, n'est-ce pas, qui cadre, qui recadre, tout ce que vous voulez, le Polisario. Alors il y a peut-être... Pardon? Qui transporte. Voilà, qui transporte. Oui, voilà, qui transporte. On a peut-être oublié de dire ça aussi. Enfin, qui fait tout. Justement, quand on parle de ça, donc cet événement, ce qu'a dit Dujarric la semaine dernière, c'est que la MINURSO a transmis au Conseil de sécurité cet événement. Bon, on voit le draft. Dans le draft, il y a des avancées dans les formulations et dans les constats. Le Polisario est clairement mis en cause, aussi bien au niveau de Guelgadat qu'au niveau de sa volonté de créer des administrations
au sein, enfin à l'est du mur. Est-ce qu'on peut penser que c'est un tournant? Est-ce qu'on peut penser que malgré les négociations dont vous parliez tous les deux tout à l'heure, ce serait maintenu? Parce que là, on est dans un véritable tournant. D'abord, quand on tire sur le soldat de la MINURSO, est-ce qu'il pourrait y avoir un tournant diplomatique au niveau de l'ONU, à ce niveau-là? Peut-être que le draft restera tel qu'il est finalement. Probablement. Maintenant, il faut revenir au rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans ce rapport, il y a une ligne où il dit qu'il ne faut rien faire pour changer la situation des zones tampons. C'est noir sur blanc. Donc, cette ligne corrobore un peu où ce qui est dans le projet de résolution corrobore ce qui est arrivé, ce qui est dit dans le rapport du secrétaire général. Maintenant, on entre dans une sémantique un peu douteuse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la zone tampon? Est-ce que c'est seulement les 5 km d'un côté et de l'autre et que le reste, le Polisario peut en disposer, comme il a tendance à le faire, abusant des accords du cessez-le-feu, ou la zone tampon, c'est la zone démilitarisée, c'est toute la zone qui va du système de défense marocain, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le mur, jusqu'à la frontière algérienne. Parce qu'il faut revenir encore une fois à l'histoire. Lorsque ce système de défense a été construit, s'il s'est arrêté à cet endroit, c'est pour laisser un espace de non-contact entre l'armée marocaine, entre les forces royales marocaines et l'armée algérienne. Pour expliquer les choses, c'est que la zone à l'est du mur, il y a 3 zones, 3 bandes, 5, 10, 30 kilomètres, avec chacune une réglementation particulière qui fait partie de l'accord de cessez-le-feu de 91. Et puis, il y a tout le reste qui est une zone démilitarisée. Il y a des populations qui vivent là-bas, qui ont toujours vécu là-bas, nomades, plus ou moins sédentarisés, mais en général nomades. Quand le Polisario arrive, il arrive avec ses armes, et donc c'est une violation claire de l'accord de cessez-le-feu. C'est ce qui est en train d'être discuté. Alors quand on parle du Polisario, forcément, on devrait mieux parler d'Algérie, puisque ça vient de là. Alors dans ce projet de résolution, qui reprend quelque part, comme vous le disiez, Naïm, le rapport du secrétaire général. On parle encore une fois de l'implication des États voisins. L'année dernière, dans la résolution 2351 dont on parlait tout à l'heure, on a parlé d'une manière assez ferme de l'implication des États voisins que sont la Mauritanie et l'Algérie, mais surtout l'Algérie. Cette année, dans ce projet de draft, il y a une phrase que j'ai relevée qui est « Une solution politique à ce différend de longue date et une coopération renforcée entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel ». C'est un langage diplomatique, mais en fait, clairement, ce que ça veut dire, et ça, je vous demande votre opinion, Hassan Alaoui, c'est qu'on demande clairement, si on devait débroussailler tout ça, que l'Algérie s'implique et il y aura plus de sécurité au Sahel. Tout à fait. En gros, c'est ça. Tout à fait. Le problème, évidemment, il est vieux depuis toujours, parce qu'on sait l'implication d'Algérie. Ce n'est pas... L'Algérie, tout au début du conflit, des années 60 et 70, se disait intéressée. Intéressée, en plus, simplement intéressée par ce qu'elle appelle la décolonisation du territoire. L'Espagne était encore dans le Sahara. Et donc, son ambivalence du gouvernement algérien, surtout du président Boumedienne, elle était telle qu'il ne savait pas quel langage tenir. Mais il faut souligner qu'en 1974, lors du sommet arabe de Rabat, le président Boumedienne, feu Boumedienne, a pris la parole pour dire « l'Algérie soutiendra le Maroc dans son combat de libération du Sahara ». N'est-ce pas? Mais en même temps, paradoxalement, la même année, le Polisario avait été créé en 1973 à Zourat entre les services, je le dis, algériens et les services franquistes. N'est-ce pas? Donc, cette ambivalence a fait que la donnée du problème, le roi Hassan II ayant senti un petit peu... Les services franquistes, c'est l'Espagne de Franco. C'est ça, oui. Franquiste, parce que je ne dirais pas... Il y a pas peut-être des téléspectateurs qui ne sont pas en âge. Disons le codillo. Et donc... C'est l'adjectif qui se rapporte au généralissime Franco. Et donc, cette parole enregistrée, consignée dans les archives du sommet arabe, est restée nulle et non avenue, parce que le gouvernement algérien, et Boumedienne en particulier, ne l'a pas respectée du tout. Parce qu'en même temps, tout de suite après la Marche verte, n'est-ce pas, 2 mois après la Marche verte, il y a eu une bataille à Amgala, donc au cœur du Maroc, où évidemment le Maroc a intercepté et arrêté
pratiquement 200 soldats algériens qui étaient impliqués dans les combats contre les phares, contre les forces armées. Donc l'histoire qu'elle est intéressée ou simplement concernée, ça ne résiste pas à l'examen. Elle est impliquée. C'est un membre et la preuve, c'est ce dramatique accident d'Alger, de Blida, qui a fait exploser la vérité. Donc elle est impliquée jusqu'au cou. Et c'est pour ça que le Maroc, n'est-ce pas, depuis cette année, avec insistance, demande à ce que l'Algérie soit associée au processus de négociation. Alors justement, Hassan Alaoui, je vais vous rappeler juste, dans les années 60, quand l'Algérie négociait à Évian son statut de pays indépendant par rapport à la France, il y a tout un chapitre, et même El Moujahid à l'époque, consacré un grand article sur le Sahara, notre Sahara algérien, il est aussi un Sahara africain et tout et tout. Pourquoi ne pas aujourd'hui accepter, démarcher de la même manière pour notre Sahara marocain? Alors, ce qui est intéressant, donc, cette ambivalence, il faut la dénoncer. Ce qui est intéressant avec vous, Hassan Alaoui, ce qui est bien, c'est que vous revenez toujours à l'histoire. Donc, vous posez le problème. L'histoire dans ce dossier, c'est un devoir de mémoire dans cette affaire du Sahara. Maintenant, on n'a pas assez, je m'excuse, on n'a pas assez. Alors, je veux dire, je crois qu'il y a une prise de conscience. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Nous en parlons la semaine dernière. De la même chose, je vais revenir sur un point justement, important. nous reviendrons juste après la pause. La première partie est déjà finie. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Rebonsoir mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du débrief où nous étions en train de débattre de l'affaire du Sahara et où nous débattrons dans quelques minutes du Mondial 2026 et de la candidature du Maroc. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui avec Naïm Kamal, directeur du site quid.ma et Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site éponyme marocdiplomatique.net. Juste avant la pause, nous parlions de l'Algérie, Hassan Alaoui. Vous avez fait une référence à l'histoire de la genèse du Polisario, de l'implication de l'Algérie. Mais actuellement, c'est-à-dire dans les quelques semaines et mois qui ont précédé, il y avait le président Macron qui a dit en Algérie, un président français en exercice, qui a dit que la résolution du conflit passait inévitablement, nécessairement par un dialogue entre Alger et Rabat. Ça a été repris dans le rapport de Horst Köhler, le rapport qui a été présenté, qui n'a pas été rendu public, où il faisait le parallèle entre France, Allemagne dans le temps et Algérie, Maroc aujourd'hui. Et là, on se retrouve dans le même état d'esprit dans ce projet de résolution de draft où on demande encore une fois de manière plus insistante l'implication de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que les Algériens vont continuer à pouvoir se dérober comme ça longtemps? Si l'on s'en tenait à la dernière expression du ministre des Affaires étrangères algérien, déclaration, il a dit l'Algérie n'est pas concernée, donc jusqu'à preuve du contraire, elle ne suivra pas le processus directement avec le Maroc. Elle le suit bien sûr indirectement, elle est présente partout quand il s'agit du Sahara, à New York pendant les rounds de Manhasset, elle était là derrière, elle conseillait. Aux Nations Unies, quand il s'agit de prendre la parole, c'est l'Algérie qui prend la parole au nom pratiquement du Polisario. Quand il y a des actes d'hostilité, c'est toujours les traces indélébiles de l'Algérie qu'on retrouve. Donc là, il y a quand même une incohérence que nous devons dénoncer, parce que ce n'est pas du tout normal. Et il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui. Nous le dénonçons, mais est-ce que vous pensez que l'Algérie pourra continuer à se dérober encore comme ça au regard de la communauté internationale? Elle va continuer à se dérober s'il n'y a pas une pression internationale réelle et toute, un déploiement diplomatique international et régional. Donc vous avez cité le terme, la pression. Le résultat de cette histoire, c'est simplement le Maghreb qui est saboté, n'est-ce pas? Tout simplement, c'est les peuples marocains et algériens et maghrébins qui sont aussi minorés. C'est aussi, surtout, l'insécurité dans le Sahel qui s'installe à cause de ça, à cause du Polisario, dont chaque jour on dénonce les irrégularités, le jeu de massacre qu'il opère avec les mouvements terroristes et tout et tout. Il faut donc qu'un jour ou l'autre qu'on mette les responsabilités, les Nations Unies d'abord, de plus en plus, et surtout la communauté internationale devant leurs responsabilités respectives. Très bien. Naïm Kamal, dans ce projet, on constate dans ce projet de résolution... Juste un complément. Rapidement, s'il vous plaît, le temps presse, comme d'habitude. Il faut pas oublier ou dissocier ce qui se passe dans cette région de ce qui est en train de se passer en Syrie aujourd'hui. Vous allez me dire quel est le rapport. C'est très simple. Aujourd'hui, on est en train d'évacuer les forces de Daesh d'un certain nombre de sites et de villes syriennes et on les cantonne dans d'autres régions. Ils vont à un moment donné ou à un autre se redéployer comme c'est arrivé en Afghanistan après 2001.
Donc il faut aujourd'hui tenir compte que ces gens-là ont comme base de repli et de retrait le Sahel, ou ce qu'on appelle désormais le Sahelistan. Et les accointances entre le Polisario et les forces obscurantistes qui opèrent dans cette région sont de plus en plus patentes et sont de plus en plus à craindre. Et donc, il va falloir se servir de ce levier pour dire à l'Algérie, voilà, il faut choisir. S'il y a une instabilité, une force d'instabilité aussi puissante que celle qui a été déployée en Irak ou en Syrie, ça ne va pas épargner l'Algérie et qu'elle a tout intérêt à coopérer avec le Maroc. Si les Algériens n'ont pas encore compris ça, c'est qu'ils ne comprendront jamais rien de leur vie. Alors, les Algériens, pour leur parler, ça va être les Russes. Puisque nous en parlions en début d'émission, vous en parliez, Naïm, donc on reste avec vous. Ce projet de résolution qui a été rédigé par les Américains, qui a été connu, enfin, il y a 48 heures, son vote a été reporté sur demande des Russes et des Éthiopiens. Oui. Qui demanderont peut-être à revoir la copie, qui vont négocier. On entre encore dans un processus d'équilibrisme dont on a vu le résultat négatif. On rentre dans un processus de négociation plus ou moins stérile. Est-ce que vous pensez que ce projet, que ce conflit, cette question du Sahara sera réglé comme ça, toujours dans une recherche d'équilibre stérile, ou alors en forçant la main à l'une des parties, il faut que les Russes soient convaincus et en faisant en sorte de reprendre les termes qui ont été cités par Ernst Koller dans son rapport, par Antonio Guterres dans son rapport, par le projet de résolution, qui sont le réalisme, la nouvelle dynamique et l'esprit et la bonne compromis. foi. Et la bonne foi, ils ont. Et la bonne foi aussi. Est-ce que vous pensez qu'on va quand même rester comme ça, ou alors il y a des espoirs d'avancer un petit peu? Ça dépend si vous parlez à court terme. J'ai l'impression qu'on en est encore là. À court terme. Quand je dis à court terme, c'est d'ici fin avril, d'ici l'année prochaine. Parce que là, il ne faut jamais oublier que Moscou fin avril, 7 avril, donc ça, c'est pas du court terme, c'est imminent. Non, oui, c'est imminent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir dans la résolution. En 4 jours. C'est ce qu'on va dire dans la résolution. J'ai dit, on va assister à un remake de l'année dernière, avec quelques variantes, avec quelques nuances, mais on va rester dans le remake de ce qui s'est passé l'année dernière, sachant que la Russie est un allié historique, stratégique, non seulement dans la région, mais ailleurs, de l'Algérie, et que jamais la prise en charge du dossier du Sahara par l'Algérie n'a eu au niveau international le succès qu'il a eu sans l'alliance à l'époque de l'Union soviétique, du bloc de l'Est, des pays à parti unique et révolutionnaire d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et ça a changé, on est bien d'accord là. C'est une donne qui a changé. Ça. Mais il y a parfois des réflexes qui sont difficiles à changer, d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un schéma de semblant de retour à la guerre froide. On a d'un côté la Russie, l'Iran, la Syrie, on a le côté tripartite américano-britannico-français, où vous pouvez inverser. Non, et puis il y a aussi l'animosité actuelle entre Moscou et Washington. Dans son conflit. Sur un certain nombre de questions. Mais à long terme, il va falloir comprendre que Tarifa est à 14 km des côtes marocaines. Marseille c'est la pointe sud de l'Espagne. Marseille est à un jet de pierre d'Alger. Et que c'est quand même plus loin d'Alger que Tarifa de Tanger. Oui, non, mais je dis la Libye, c'est déjà dans le désordre le plus total. Ici, il y a une déstabilisation dans la région. Ceux qui vont en pâtir les premiers, bien sûr, c'est les habitants, les peuples des régions mises en cause ou qui seraient le théâtre de cette déstabilisation, mais aussi l'Europe et l'Europe du Sud en premier lieu. On l'a vu avec la Syrie qui est très loin de la Libye et très loin de l'Allemagne, mais on a vu les vagues successives par millions de migrants. Et on risque d'assister à un même phénomène. Donc il va falloir aujourd'hui que tout le monde, que ce soit en Occident, que ce soit... Parce que les gens ne migrent pas en Russie, ils migrent en Allemagne, ils migrent en Espagne, ils migrent en France. Il faut que ces puissances économiques ou militaires ou militaro-économiques prennent conscience, et sûrement qu'ils en ont pris conscience, mais agissent avant que cette situation
ne se produise. Et l'Algérie a tout intérêt, parce que l'Algérie est stratégiquement le ventre mou de la région. Alors, on va rester avec les Russes, Naïm. La dernière question sur ce thème, c'est pour Hassan Alaoui. J'aimerais connaître aussi votre avis sur cette question russe. Est-ce qu'avec le temps, ils vont changer, comme semble le penser Naïm Kamal, parce qu'ils ont des intérêts avec les Algériens, ils viennent de leur vendre 2 sous-marins pour 1 milliard et quelques de dollars, mais les gros intérêts, c'est aussi avec le Maroc, comme porte d'entrée à l'Afrique, comme le fameux gazoduc qui est en train de se faire avec le Nigeria. Enfin, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Est-ce que vous pensez que les Russes vont rester sur cette position historique, on va dire, et idéologique, ou alors, avec le temps, est-ce qu'il pourrait bouger? Rapidement, s'il vous plaît, on va passer au second thème. Alors, les Russes ont une lecture géopolitique complètement différente de... Ils voient leurs intérêts. Voilà, comme les États-Unis, il ne faut pas le nier. Jusqu'à preuve du contraire, la relation maroco-russe a toujours été une relation, j'allais dire, positive, en ce sens que, bon, ils ont leur culture, leur tradition, c'est-à-dire des alliés stratégiques et incontournables de l'Algérie. Il ne faut pas l'oublier depuis le début, tout simplement parce que là, on peut encore remonter à la guerre froide des années 60 et on découvrira la constitution des blocs, n'est-ce pas, et le partage d'influence entre la Russie soviétique et les États-Unis. Mais aujourd'hui, ils restent constants dans leur démarche, c'est-à-dire soutenir l'Algérie avec cependant des nuances. Parce que l'évolution intérieure de la Russie elle-même va à terme la pousser donc à changer de paradigme, comme on dit. Mais la constante, elle est là. L'attachement à une certaine ligne politique qui est donc, entre guillemets, socialiste, et on n'en sort pas. Même quand il y a eu en Russie une espèce de, j'allais dire, de transformation ou de changement radical en 1991, il reste. Regardez par rapport à la Syrie, elle n'est pas abandonnée. Le président russe n'abandonnera pas la Syrie, de toute façon. Et aujourd'hui, on pense que la Russie peut faire ce calcul suivant, c'est que le Maroc, c'est une porte stratégique par rapport à l'Afrique, disons, au marché de l'Afrique qui sont énormes. Ouais, elle n'abandonne pas la Syrie. Il faut dire que la Syrie est juste à côté, voilà, et dans un théâtre d'opération assez particulier avec ses spécificités. Mais la Russie qui donc, par ailleurs, même si elle a demandé le report du vote, soutient le Maroc pour la candidature du Maroc 2026 comme transition pour le deuxième thème. Elle va accueillir 2018. Elle va accueillir 2018, bien entendu, mais ça, tout le monde le sait, comme dirait l'autre. Alors, il s'agit de la 5e candidature du Maroc à l'organisation d'une Coupe du Monde de football. Nous étions passés assez près en 2004, quand nous étions en compétition avec l'Afrique du Sud et qu'il s'agissait d'organiser le mondial en terre africaine. Entre-temps, en 2006, le Maroc a construit beaucoup de choses. Il a construit 1 millier de kilomètres d'autoroutes, il a construit des hôtels, des grands, des petits, il a construit du rail, il a construit un TGV, il a construit des trains, enfin il a aménagé des chemins, de faire des voies ferrées à grande ou à moyenne vitesse. Mais le Maroc est-il véritablement préparé à organiser une Coupe du Monde ? Est-ce que le Maroc, le comité de candidature, pourra véritablement convaincre la task force? Alors, on a parlé beaucoup de cette task force, Naïm Kamal, qui était là la semaine dernière, qui était chez les 4 pays candidats, enfin chez les 3 pays candidats nord-américains, et qui est venue au Maroc. Quelles conclusions a-t-elle tirées et quelles conclusions en tirez-vous vous-même? Écoutez, d'abord sur le principe même de cette équipe de vérification, de contrôle et de notation, parce que c'est ça son rôle, a été sujet à controverse au début, parce qu'on ne savait plus si on démocratisait la FIFA depuis le scandale Blatter-Platini et d'autres dirigeants dans l'attribution des Coupes du Monde, ou c'était juste une opération de vengeance réalisée par des partis bien précis contre l'octroi ou le non-octroi de la Coupe 2022 à des candidatures qui s'estimaient des candidatures de poids. On craignait et on craint toujours d'ailleurs, que ce groupe de travail ne se substitue à l'Assemblée générale de la FIFA, à laquelle revient aujourd'hui, par la loi et les statuts en cours, de désigner le pays d'accueil de la Coupe du Monde 2026 et par vote. C'est-à-dire, c'est à la majorité des pays votants. C'est-à-dire les 211 fédérations, au moins les 4 pays candidats. Voilà, c'est-à-dire 207, ce qui nous en donne à peu près à 104, nous sommes retenus. On est là. Est-ce que ce n'est pas un moyen de détourner et d'influer et de récupérer
pour les pontes de la FIFA et ceux qui sont derrière, ce pouvoir de donner ou de ne pas donner l'organisation d'une Coupe du Monde. Bien sûr, une Coupe du Monde a besoin d'une structure, a besoin d'espace d'accueil, a besoin de terrains de foot, de moyens de transport, de lieux d'hébergement. Elle a besoin de tous un ensemble de choses auxquelles le Maroc a déjà travaillé, puisqu'on en est à la 5e candidature. Et il ne faut jamais oublier que par 2 fois, l'attribution de la Coupe du Monde a été subtilisée au Maroc, pour ne pas dire volée. Hein, on l'a vu au profit de l'Afrique du Sud, on l'a vu au profit de l'Allemagne. Aujourd'hui, en 2000 et en 2004 respectivement. Le Maroc a un projet, a d'abord des structures qui sont valables, sachant que le potentiel spectateur football ou supporter de football est tout proche du Maroc, c'est l'Europe. C'est l'assiette la plus importante, c'est l'Europe. C'est ces pays-là qui fournissent le plus gros du contingent. Donc, ils sont à 4 heures de vol et à l'intérieur du Maroc, il ne passe pas 2 heures entre les villes les plus loin, que ce soit Agadir et Oujda. On peut faire Oujda, Casa Oujda en 1h40, 1h30. Quand les gens de cette fameuse il n'y a pas de décalage horaire. Il n'y a pas de décalage horaire. Et donc, on ne peut pas exiger ou appliquer au Maroc les mêmes critères que ceux qu'on appliquerait aux États-Unis, au Canada, au Mexique, des pays où parfois il faut des heures et des heures de vol pour changer. Alors on en parlera tout à l'heure justement des aéroports. Avec le jet lag, etc. Alors les gens de la task force qui sont arrivés sont des fins connaisseurs, mais ce ne sont pas des experts. Ils sont venus, semble-t-il, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on a écrit, ce qu'on a entendu, ils sont venus, semble-t-il, avec un a priori négatif. Ils viennent des États-Unis, du Canada et du Mexique pour venir au Maroc. Donc, ils n'avaient pas véritablement d'idées très favorables. Précise. Voilà. Après 4 jours où ils ont quand même vadrouillé un peu partout, où ils ont vu les installations, où ils ont vu les infrastructures, où ils ont vu aussi certains manquements, il reste 2 points d'achoppement qui sont les infrastructures, Hassan Alaoui, et l'hébergement. Et ces gens sont partis, mais ils sont revenus. C'est-à-dire qu'ils sont partis vendredi en disant que cette semaine, ils allaient revenir. Et ils sont revenus, enfin une partie de la task force de 5 membres est revenue avec des experts particulièrement pointus, particulièrement connaisseurs d'un certain nombre de sujets sur l'infrastructure et sur l'hébergement. Qu'est-ce qui se passe actuellement ici au Maroc? Alors, il se passe que s'ils reviennent... Non, pas s'ils reviennent, ils sont là. Oui, ils sont déjà revenus. Mais moi, je prolonge la réflexion. S'ils reviennent de surcroît avec des experts, entre guillemets, comme vous dites, ils ont été convaincus. C'est tout simplement, d'une part, où ils ont été convaincus et qu'il faudrait, j'allais dire, imprimer réellement la décision que c'est bien pour le Maroc. Ça va être compliqué, ça, de chercher des poux dans le Maroc. Ou bien ils reviennent parce qu'ils, comme a dit Naïm, ils cherchent des poux au Maroc, ils veulent absolument compliquer. Toujours est-il que, en ce qui concerne les infrastructures, donc les stades et tout, je crois qu'il y a 4 stades qui sont très bien faits dans Asbito. Il en manque combien à peu près 14 ou 15 ou quelque chose. Une dizaine. Ils ne sont pas très bien faits parce qu'il y a une augmentation. Il y a des remarques qui ont été faites sur les infrastructures. Vous savez, la Russie aujourd'hui, elle n'a pas encore terminé les travaux pour la Coupe du Monde qui va commencer dans 2 mois. Hein. Vous savez, pas complètement. Le Brésil, c'était jusqu'à la veille. Le Brésil, tout le monde était inquiet. Et le gouvernement de Dilma Rousseff, il allait sauter à cause de ça. Donc, c'est précisément pour ça que la commission est là. C'est précisément pour ça que le comité de candidature fait tout, met tout en œuvre pour les convaincre de la faisabilité. Eh bien justement, le Maroc, on le sait, il a une expérience extraordinaire. Il peut créer des ex nihilo, des villes entières s'il le faut. Vous en avez la preuve. Sur le plan des infrastructures, je ne m'inquiète pas, sauf la mauvaise foi des membres de cette force. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'éliminer un pays qui a déjà le soutien de quelques dizaines, on va dire, on peut dire à peu près 80 pays, 80 fédérations, qu'on priverait finalement de leur droit de vote au Congrès. Je vais revenir à ça. Sachant que ce pays est quand même un pays équipé. En ce qui concerne les infrastructures d'hébergement et les hôtels, je pense que le Maroc, il est irréprochable. Il est 10 fois mieux loti
justement avec des politiques très précises, ne serait-ce que dans le cadre du tourisme, de la vision de 2010, de la vision 2020 et tout ça. Il y a des projets d'hôtels. Chaque jour, on voit émerger à Marrakech, partout, des hôtels. Donc là aussi, ce serait la mauvaise foi donc, de leur part de ces gens. Oui, mais attention, ils vont... Il y a un détail maintenant. C'est l'histoire de la proximité, par exemple. Les gens cherchaient il y a des conditions qu'il faut remplir. Il ne s'agit pas d'avoir que des hôtels. Des gradins par rapport au lieu des jeux. Ça, on peut y pallier parce qu'on peut rajouter des gradins, justement, pratiquement jusqu'au stade, n'est-ce pas? Parce que ça a été l'un des... Ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire augmenter la capacité et masquer les pistes d'athlétisme et rapprocher le téléspectateur. Maintenant, je reviens à ce que vous dites assez, Aziz, c'est qu'il y a quand même 107, je sais pas, 207 fédérations. Sur les 207 fédérations, il y a quand même au moins, je crois, si je me trompe, 107 ou 200 ou 120 qui sont pour nous. Vous n'avez qu'à calculer l'Europe des 28 pays. Hein, non, les soutiens officiels, Hassan oui, les soutiens officiels, c'est la CAF. Alors, je rappelle que c'est un soutien officiel d'une confédération. Ça ne veut pas dire que ça implique, chaque fédération. Mais les fédérations africaines sont en train, les unes après les autres, Algérie, Afrique du Sud comprises, de se prononcer pour le Maroc. Il y a aussi le soutien officiel de la Ligue arabe. Vous enlevez 10 pays africains, vous en gardez 10 autres. Il y en a 10 qui sont africains, donc je l'ai déjà compté. Oui. Et puis vous avez certains pays européens. Non, je dis 22 pays arabes. Et non des moindres, que sont la France, la Belgique et la Russie. Il reste Naïm Kamal. Pardon? Mais c'est une voix. Il y a un effet d'entraînement. Ils ont l'effet d'entraînement, ils ont de l'influence aussi. Oui. Ils ont de l'influence, nous en parlons tout à l'heure hors studio. Maintenant, il faut souligner quand même la contradiction qu'il y a entre le Mexique officiel et les États-Unis officiels, n'est-ce pas? Parce qu'entre Trump et le président mexicain, ça ne marche pas. Alors, ça, on ne va pas parler de l'autre candidature. Ça, il y a des remarques qui ont été faites. Mais bon, le Canada, c'est un pays de ski et de glace. Ça sortira en temps voulu. Mais bon, il y a deux candidatures. On va comme rester un peu dans le fair play. On ne va pas parler des autres. Naïm Kamal, il y a un autre point de désaccord sur les aéroports. Les aéroports, alors, il y a une condition qui a été ajoutée 24 heures avant le dépôt du dossier. Lequel dossier, le bidbook marocain avec ses 40 000 pages, a été quand même extrêmement bien reçu et perçu par la FIFA, mais il reste des points de désaccord sur ce point qui a été ajouté donc quelques heures avant le dépôt du dossier sur les aéroports. Alors comment ils vont régler ça? C'est-à-dire quelles sont déjà ces conditions et comment ça va se régler? C'est ce que je disais tout à l'heure. On est en train d'assister à chaque fois au rajout d'une condition ou d'un critère pour essayer de mettre en difficulté la candidature du Maroc. C'est comme si cette équipe est venue non pas pour constater l'ensemble du dossier, mais de chercher une défaillance et la rajouter au dernier moment. Ce n'est pas possible. Le Maroc devrait d'ailleurs, je ne sais pas s'il en a fait état, mais dire qu'il pourrait saisir le tribunal sportif international voilà, concernant ce point-là. Il devrait s'y préparer maintenant, on l'a dit, c'est-à-dire que la proximité du Maroc avec le récipient ou l'assiette essentielle des fans et des supporters peuvent utiliser déjà et pour moins cher les voies routières, les voies maritimes, et ce n'est pas très loin. Et les aéroports qui sont au Maroc aujourd'hui peuvent accueillir et sont en capacité d'accueillir les supporters qui vont arriver au Maroc. Et s'il est nécessaire, je crois que le Maroc est en mesure, il est capable d'agrandir ses capacités d'accueil aéroportuaires. Pourquoi pas ? Alors ça va être fait, mais je vous apporte une précision. En plus, c'est qu'il y a eu une comparaison, en fait, pas une comparaison n'est pas raison, mais on a pris comme référence un peu les aéroports nord-américains, sachant que le continent nord-américain, à part pour l'Amérique latine et encore l'Amérique centrale, c'est un continent pratiquement insulaire, c'est-à-dire qu'on ne peut y avoir accès que par voie aérienne. Ici au Maroc, nous avons 14 km, vous le disiez tout à l'heure sur le thème entre Tarifa et Tanger, 14 km, Tanger-Med, et donc toute l'Europe peut se déverser ici. La France est à 3 heures de vol, moins de 3 heures de vol. Alors qu'entre la côte Est et la côte Ouest, il y a autant d'heures de vol qu'entre Casablanca et New York. Il y a des amis espagnols qui m'ont dit dernièrement que donc, si le Maroc est retenu, qu'il y ait des matchs qui se jouent au nord, il y a des Espagnols qui pourraient même venir regarder leurs matchs et rentrer chez eux. Parce que les moyennes lignes sont
Il y a un importante TGV donc, aujourd'hui. déjà qui dessert Et il n'y a pas 6, que la 4 rame. ou 5 Il pays, y a au 4 moins ou 5 10 villes. compagnies privées, je veux dire, internationales qui opèrent au Maroc. Merci Et messieurs, comment c'est fini pour le débrief d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain débrief. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1, l'information et le divertissement continuent en continu. Bonne soirée et merci.